Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis professeur Serge Affili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Mon invité d'aujourd'hui se nomme Dr Daniel Christian Coco, médecin spécialiste en santé publique et actuellement directeur de projet de lutte contre le paludisme au sein de l'organisme Population Service International et est basé à Niamey au Niger. Avec Dr Coco, nous allons parler des défis sanitaires de l'Afrique et des stratégies à mettre en place pour révolutionner la prise en charge des malades au sein du continent. Bonjour Dr Coco et bienvenue dans les Africains d'Amérique. Bonjour professeur Serge. Ouais. Merci de m'avoir invité pour cette discussion avec toi aujourd'hui. Okay. En tout cas, vraiment merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler d'un sujet très, très important, un sujet dans lequel vous êtes un spécialiste. Vous avez plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la santé publique. Vous avez passé la plupart de votre carrière à travailler dans des organismes internationaux en Afrique. Vous visitez plusieurs pays d'ailleurs. Et nous allons passer ce temps ensemble pour essayer de faire un peu le bilan, je dirais pas peut-être l'autopsie des systèmes sanitaires de l'Afrique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous passiez un peu de temps pour nous donner un peu, parler un peu de votre parcours professionnel avant d'arriver à PSI. Ok, merci professeur. En tout cas, c'est une opportunité intéressante que tu me donnes là et que tu donnes aussi aux jeunes Africains que nous sommes de pouvoir partager un peu notre vision du système de santé et aussi partager ce que nous faisons au quotidien. Merci pour cette invitation. Je suis, comme tu l'as déjà mentionné, Dr Coco Daniel. Je suis médecin spécialiste en santé publique. Depuis pratiquement 10 à 12 ans, je parcours l'Afrique pour apporter ma modeste contribution à la santé des populations et à l'amélioration du système de santé dans plusieurs pays. C'est comme ça que j'ai occupé plusieurs postes dans plusieurs pays, notamment au Mali, comme coordinateur médical au Mali avec Médecins du Monde, où j'appuyais les régions de Kidal et Gao. J'ai aussi travaillé en Centrafrique comme coordinateur de projet pour la santé de la mère et de l'enfant. Donc, j'ai aussi travaillé en Côte d'Ivoire comme conseiller technique pays pour Save Children Côte d'Ivoire. Et depuis maintenant 2019, je suis au Niger comme directeur de projet pour un financement, on va dire, américain. Dans ce cadre-là, nous appuyons le gouvernement du Niger dans la préparation et surtout le renforcement du système de santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le projet, c'est un projet d'environ, on va dire en moyenne par année, 5,5 millions de dollars, donc environ 3,5 milliards de francs CFA par année, pour soutenir le système de santé du Niger. Voilà un peu, je dis, mon rôle dans ce projet, c'est surtout de jouer, on va dire, de faciliter les interactions avec le bailleur de fonds, donc, qui est USAID, avec le gouvernement du Niger, avec d'autres parties prenantes clés, et aussi assurer une gestion efficiente des ressources qui sont mises à la disposition par le gouvernement américain pour soutenir, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement du Niger. Donc voilà un peu, je vais dire, mon parcours brièvement présenté. Alors, merci bien. En tout cas, il est très impressionnant. Ce que j'ai constaté, c'est que vous avez fait plusieurs pays africains, le Mali, la Centrafrique, le Niger. Alors, quelles sont les ressemblances, les problèmes récurrents qu'on trouve dans la plupart des pays que vous avez visités? Bon, les problèmes les plus récurrents qu'on retrouve en général, c'est les systèmes de santé qui ne sont pas très efficaces, on va dire, qui ne permettent pas de pouvoir toucher le maximum de la population. Donc ça, c'est le premier élément. On a des systèmes de santé qui sont encore faibles et donc qui n'arrivent pas à toucher le maximum de la population le plus loin possible. Le second élément, c'est que ces pays sont généralement en proie à on va dire, des crises sécuritaires et qui vont se muter en crise sanitaire. Quand il y a une crise sécuritaire, derrière, tu te retrouves avec le départ du personnel de santé, tu vas te retrouver avec du pillage des médicaments dans les centres de santé, des équipements. Et du coup, ça réduit l'accès pour les populations à des soins de qualité. L'autre élément assez important qu'on note aussi, c'est on va dire ce qu'on appelle le workforce, le personnel de santé, qui, on va dire, qui est encore en capacité un peu faible
On doit continuer à soutenir, jusqu'à pouvoir les rendre capables de pouvoir détecter et prendre en charge les maladies les plus récurrentes dans notre domaine. Donc, voilà un peu quelques éléments qu'on retrouve un peu dans nos différents pays. Mais il y a des progrès qui sont en train d'être faits, des progrès, il y a des appuis substantiels qui sont en train d'être menés avec l'apport de plusieurs organisations pour relever ces défis qui sont ceux de l'Afrique et ceux des pays africains que j'ai pu visiter ou travailler. Voilà. Ok, merci bien. Alors, tout à l'heure, en fait, quand on prépare l'émission, nous avons dit qu'on aurait discuté, vous avez fait la grande majorité de vos études en Côte d'Ivoire, mais après avoir obtenu votre doctorat, vous êtes allé vous spécialiser à l'extérieur, notamment au Sénégal et en France, pour acquérir des compétences additionnelles, ce qui n'est pas un cas isolé. Hein. La plupart des spécialistes africains sortent du pays, du continent pour aller se spécialiser à l'extérieur. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est de pourquoi est-ce qu'il y a un si gros besoin d'aller se former à l'extérieur du pays, de son pays en général, en Europe ou aux États-Unis, ou bien est-ce que la formation locale n'est pas suffisamment adéquate si l'on veut embrasser une carrière internationale comme la vôtre? Bon, à bien réfléchir, hein, à bien y réfléchir, pour moi, je pense que c'est soit par pure coïncidence ou peut-être, comme le diraient les spirituels, peut-être c'est mon chemin de vie. Ouais. Mais j'avoue que dès mes années de fac, j'ai toujours été intéressé par des activités associatives, caritatives. J'ai milité dans plusieurs organisations comme la Mutuelle Générale des étudiants de la faculté de médecine d'Abidjan. J'ai été secrétaire général des étudiants de la faculté de médecine d'Abidjan. Et avec aussi le Rotary, où j'ai été de la jeunesse du Rotary. Et ceci m'a amené à pouvoir rencontrer plusieurs personnalités qui ont façonné ma façon de voir de la santé. Et on m'a dit en 7e année, je savais très clairement que je voulais faire la santé publique. Très clairement, je le savais. La preuve, en 7e année, j'ai passé mon concours d'entrée au CESAC à Dakar, que j'ai eu, où j'ai eu le concours, j'étais admis au CESAC à Dakar. Il me fallait juste préparer ma thèse et puis pouvoir aller à Dakar. Pourquoi je n'ai pas choisi de rester en Côte d'Ivoire? Peut-être que j'étais un peu pressé. Je m'étais renseigné sur la faculté de médecine et aussi en pharmacie. Et je m'étais rendu compte que la formation qui était proposée, il me fallait faire 4 ans supplémentaires pour pouvoir acquérir un certificat d'études spécialisées en santé publique. Et ça me semblait un peu énorme par rapport à ce que je voyais un peu ailleurs, notamment en France, au Sénégal, où en 1 an ou 2 ans maximum, j'avais mon master. Donc, ceci m'a encouragé, on va dire, par concours de circonstances, à aller à l'extérieur pour aller me spécialiser. Voilà. Sinon, je pense que les compétences sont au niveau local. Il y a des formations assez intéressantes au niveau local, mais je pense que on peut travailler à mieux faire pour réduire le délai. Peut-être les 2 ans supplémentaires qui font les 4 ans le rendent plus opérationnel en proposant des stages en organisation ou en institution aux étudiants. Ça, pour moi, aurait été un plus. Et moi, c'est ce qui m'a encouragé à aller au CESAC. C'est que le CESAC, à la fin de ma formation, l'école m'accompagnait dans mon processus de recherche, on va dire, de stage ou d'imprégnation en milieu professionnel. C'est que je ne trouvais pas aussi à la fac d'Abidjan. Et ça, je pense que nos maîtres doivent continuer, on doit tous continuer à voir comment opérationnaliser un peu mieux, au-delà des cours théoriques, positionner nos étudiants dans des institutions de lutte contre toutes les maladies et de santé publique en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je veux dire. Est-ce que vous avez pour ambition de penser peut-être retourner en Côte d'Ivoire, à travailler un de ces jours, si possible? Ou votre carrière va rester exclusivement internationale? Non, je suis intéressé. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. J'ai commencé en Côte d'Ivoire en 2010 avec PSI. J'ai commencé en 2010 avec PSI. On a conduit un gros projet pour l'ensemble du pays. Dans le cadre de ce projet, on a distribué plus de 10 millions de moustiquaires dans la population ivoirienne. Ensuite, j'ai travaillé à Save Children, où je suis allé au niveau underground, au niveau field. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'étais à Guiglo. Je suis resté 2 ans à Guiglo comme chargé de programme santé Save Children, où juste après la crise, il fallait apporter le support pour, on va dire, ressouder le tissu sanitaire qui était désorganisé au niveau de l'Ouest. Donc, l'Ouest, Guiglo et Mont. Et ensuite, je suis sorti, mais je suis revenu encore en Côte d'Ivoire en 2016 comme conseiller technique santé pays pour Save Children Côte d'Ivoire. J'ai travaillé à soutenir le bureau pays avec les directeurs pays
pour pouvoir mobiliser des fonds pour la Côte d'Ivoire. J'ai mobilisé 2 fois, on va dire 30 millions d'euros pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le paludisme en 2016, et plus près de 35 millions d'euros supplémentaires en 2019 avant de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, oui, je suis revenir s'il y a des opportunités, je reviens chez moi pour appuyer. Oui, tout à fait. C'est très encourageant à entendre. Alors, donc, comme on le disait tout à l'heure, vous vous spécialisez dans le paludisme, vous avez fait plusieurs pays africains. Bon, avec le Covid qui est arrivé en 2020, on se rend compte que l'Afrique fait de plus en plus face à des défis très, très sérieux. Comment est-ce qu'on se prépare à faire face à ces futurs défis-là qui vont arriver? Et comment est-ce que vous voyez le futur sanitaire de l'Afrique? Ok, je vois déjà de bonnes perspectives. On sent qu'il y a des efforts de coordination au niveau du continent, des efforts de coordination. On va dire que l'Union africaine, qui était au départ un organisme purement politique, est en train d'avoir aussi des départements, on va dire, techniques. L'Union africaine aujourd'hui a, on va dire, carrément une agence en charge de la santé. Et à l'intérieur, on vient de créer aujourd'hui Africa CDC. Donc voilà, je sens qu'il y a des efforts de coordination. Bien évidemment, nos différents pays vont rester, on va dire, chacun des pays va rester avec ses défis, notamment les questions de la santé de la mère et de l'enfant, la mortalité maternelle, je dis, avec les hémorragies qu'on a après les accouchements, avec les décès maternels. On aura toujours les éléments comme la mortalité infantile. Il y a des maladies évitables comme le paludisme, le VIH. Mais on aura aussi, je pense que l'année à venir, et tout le monde le prédit, on va encore faire face à d'autres épidémies émergentes. On le voit un peu plus aujourd'hui avec les zoonoses. On a démarré en 2014 avec Ebola, qui a touché 3 pays de la sous-région. On a vu le Libéria, Sierra Leone et Guinée. Ça va mobiliser l'OMS et l'ensemble des partenaires. Et puis ensuite, on a vu arriver de loin Ebola, Covid-19. Ouais. On a pensé que c'était loin. Dans une ville, on va dire, quelque part en Chine que je ne connaissais pas. J'ai dû même fouiller en ligne pour trouver Wuhan. Et on a tous pensé que ça n'aurait jamais pu toucher l'Afrique. Et puis, en moins de 2 ou 3 mois, en mars 2020, on avait notre premier cas. Et il fallait, bien évidemment, des efforts coordonnés entre nos différentes institutions, nos différents États, mais il fallait un organisme pour coordonner ça. Et pour moi, voilà où se trouve, on va dire, le futur de l'Afrique. Une meilleure coordination des interventions, on va dire, de préparation, de détection et de réponse aux épidémies de ce type-là qui pourraient encore frapper le continent les prochaines années. Voilà. Mais qu'est-ce qui manque pour mettre en place une telle organisation? Est-ce que c'est les moyens financiers? Est-ce que c'est la compétence? Ou c'est un problème organisationnel? C'est quoi? Qu'est-ce qui cloche? Ça fait bientôt, je ne sais pas en quelle année l'African Union a été ouverte, je crois en 1960, je crois environ, l'Union African Union. Oui, oui, mais avec l'Union africaine avait été créée, avant c'était l'OUA. Oui, l'organisation, ouais. Donc, qui avait vraiment plus un pendant, on va dire, un volet politique, avec, qui était vraiment plus politique, avec en ligne de mire derrière, arriver à lever les barrières des différents pays pour faire une seule Afrique et intervenir. Et puis, il y a eu des mutations avec l'Union africaine il y a eu le changement de l'Union africaine, qui comprend aujourd'hui qu'au-delà de l'unité africaine, il va falloir aussi rendre opérationnelles certaines composantes qui concernent, on va dire, entièrement le continent. Aujourd'hui, on voit avec la ZLECAf, qui permet en fait, on va dire, c'est un mécanisme qui a été en 2019 au Niger, validé par l'ensemble des chefs d'État pour assurer, on va dire, le commerce entre les États africains sans qu'il y ait des taxes douanières. Ça, voilà quelque chose qui est important. Et puis aussi la santé aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est tous obligés de se mettre ensemble pour réfléchir à des défis qui sont au-delà de nos nations. On pourrait penser que les défis concernent juste la Côte d'Ivoire ou juste la Guinée, mais il y a des défis qui sont au-delà. Les maladies aujourd'hui, c'est sport, pas d'un pays à un autre. Donc, je pense qu'on a pris, tout le monde a pris conscience qu'il fallait spécialiser certaines organisations, certains organismes de l'Union africaine pour pouvoir aider à une meilleure coordination au niveau du continent, puisqu'on partage les mêmes problématiques sur le continent. Voilà un peu ce que je peux dire. Il n'y a pas eu de retard, il y a juste une prise de conscience maintenant qu'il faut accélérer les choses. Mais est-ce que les moyens sont mis en place? Je veux dire, recruter les spécialistes, payer de façon décente les personnes impliquées dans ce domaine.
est-ce que financièrement, l'Afrique a le moyen de pouvoir mettre en place une telle politique? Parce que quand on regarde les budgets de santé dans les pays développés, bon, moi je vis aux États-Unis, je veux dire, ça n'a rien à voir avec un continent, avec ce que l'Afrique veut dédier à ce genre de problème qui a une population de plus d'1 milliard de personnes. Ouais. Bon, je ne suis pas de l'Union africaine, je ne sais pas de CDC Africa, mais pour ce que je vois à distance, je vois que tout récemment, le CDC Africa a eu son siège inauguré. Donc, un nouveau siège, flambant neuf, tout clean avec tout ce qu'il faut comme équipement. Payé je par vois qui? aussi Payé par la Chine. Payé par la Chine. C'est la Chine qui a construit. Bien évidemment, mais bon, c'est ça, c'est le partenariat stratégique. On ne peut pas fermer la porte à ceux qui veulent nous aider, mais on peut ouvrir les bras, mais surtout prendre le leadership, prendre le lead pour pouvoir apporter notre savoir-faire. Je vois aussi à la tête de cette organisation qu'on a des aînés qui sont d'une certaine carrure, qui ont un background assez intéressant. Et donc, je ne doute pas qu'ils sont capables de pouvoir assurer, on va dire, le leadership sur cette organisation. Donc, pour moi, les valeurs, ils sont, les moyens, ils sont. L'élément, on va dire, déclencheur, c'est la volonté politique. Je vois qu'on a de grands présidents comme celui de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Je vois que le président Kagame est aussi d'un fort soutien à cette initiative. Je vois que d'autres présidents, comme le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal sont aussi engagés, et je pense qu'avec cette volonté politique, les ressources financières vont venir et on pourra atteindre nos résultats. L'organisation est toute jeune, hein, je pense, 2016. Voilà, ce n'est pas celui de CDC des États-Unis qui a plus d'années que ça. Donc, on démarre et on verra bien les résultats. Ils vont sûrement aussi apprendre on va dire, les leçons de la mise en œuvre du quotidien de ce qu'ils feront. Voilà. Est-ce que vous savez un peu comment est-ce que ça va fonctionner, je CDC Africa? C'est quoi la mission et c'est quoi l'objectif à long terme? Je pense que à l'image de CDC des États-Unis, CDC Africa est une institution qui est spécialisée de l'Union africaine et qui a été mise en place pour soutenir les initiatives de santé publique dans les États membres et renforcer les capacités de l'institution au niveau des États membres. CDC Africa aussi, c'est des plateformes pour partager, échanger les connaissances, les enseignements tirés des interventions dans les différents pays. Voilà. Je pense que c'est déjà intéressant d'avoir cet organisme de coordination. Je pense qu'en mettant en place cet organisme de coordination, l'Afrique est capable de pouvoir se préparer un peu mieux, de pouvoir détecter un peu plus tôt et de pouvoir répondre de façon plus efficace, on va dire, aux potentiels épidémies qui pourraient survenir. Et cela, ça passe sûrement par l'identification des forces et des faiblesses du continent. Je veux parler de CDC Africa devait sûrement avoir la capacité de pouvoir identifier là où se trouvent, on va dire, les forces, les ressources sur le continent. Je veux parler, par exemple, des hubs qui existent déjà au niveau du continent. Quand je regarde, je vois que CDC Africa se projette pour renforcer, on va dire, tout ce qui est fabrication de produits, vaccins, de tests et diagnostics, de médicaments au niveau, pour la consommation au niveau de l'Afrique. Il y a des hubs qui existent déjà. Je suis sûr qu'ils sont très appuyés dessus, comme au niveau du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie. Donc, chacun a son potentiel. Alors, si on les renforce, il peut avoir les capacités de produire un peu plus de produits pour le continent. Ouais, je pense. Il y a aussi le renforcement des capacités des ressources humaines, en préparant un peu mieux les ressources humaines à pouvoir identifier, détecter et surtout donner l'alerte quand il y a une épidémie au niveau local. Donc, aider les pays à pouvoir le faire, donc renforcer les capacités des ressources humaines. Donc, voilà un peu des choses, je pense, qui, dans l'avenir, sont prévues dans le plan de travail de CDC Africa. Et je pense que tout ça pourrait bénéficier au système de santé africain. Ouais.
Merci bien. Alors, donc, il y a un problème aussi assez récurrent qui revient, qui est un sujet qui met beaucoup de gens mal à l'aise, c'est celui bon, on appelle ça medical tourism. Je ne sais pas comment trouver. Des personnes qui préfèrent aller se faire soigner, et surtout nos dirigeants, qui préfèrent aller se faire soigner en Europe, aux États-Unis, quand ils sont malades, au lieu de rester sur le continent Ouais. pour faire confiance aux locaux. Comment est-ce que vous voyez ce problème-là et comment est-ce qu'on peut éventuellement y mettre fin? Oui, oui, c'est un de nos gros problèmes dans nos différents pays de voir des dirigeants qui soutiennent nos systèmes de santé, qui y investissent, mais qui finalement, pour leurs propres soins, sont obligés de s'immigrer à l'extérieur pour leurs propres soins. Peut-être qu'on a hérité ça de la période coloniale. On a vu faire nos anciens présidents aller se faire soigner ailleurs. Et donc, la nouvelle génération au pouvoir continue à suivre cette façon de faire, peut-être. Ça, c'est une première hypothèse. Peut-être que moi, je prends mon cas, j'ai une assurance internationale. J'ai une assurance internationale. Je pense aussi que la plupart de nos dirigeants en Afrique en ont quand ils ont ce type de poste. Et cette assurance-là me facilite, on va dire, l'accès à les soins d'un haut niveau de haut diagnostic. Et donc, cette facilité-là peut-être m'amène à abuser un peu, au lieu peut-être de consulter le médecin qui est tout proche de moi ou de consulter le médecin que j'aurais formé à la faculté de médecine d'Abidjan, comme j'ai cette possibilité qui s'offre à moi. Différemment, contrairement peut-être au pays petit peuple, je vais préférer aller là où j'ai trouvé tout l'équipement qu'il faut, les diagnostics qu'il faut, pour pouvoir, on va dire, avoir une santé saine, quoi. Voilà. Donc, on a l'équipement qu'il faut, on a le personnel qu'il faut, mais peut-être que les facilités que nos dirigeants ont d'aller facilement en Europe se soigner, fait qu'ils y vont facilement. Est-ce que Je c'est pas pense que plus une question, est-ce que c'est pas plus une question de confiance? Parce que bon, je vais dire qu'autre chose, parce que les équipements, on verra que la plupart des hôpitaux dans les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, on en trouve pratiquement dans les hôpitaux privés. Je vais dire, peut-être à la PISAM, on peut en trouver tous les équipements qu'on peut trouver dans un hôpital à Paris ou à Londres, ou plus ou moins. Et tu penses qu'ils n'ont pas confiance en qui? Au système hospitalier ou aux Je médecins sais qui le font pas. eux-mêmes? Moi, je sais pas. Ouais, peut-être que c'est à eux qu'il faut poser la question et pas à vous, mais Mais moi, j'ose pas croire que c'est un problème de confiance parce que on est régulièrement, comme j'étais en Côte d'Ivoire, nous étions régulièrement consultés pour des questions de santé des populations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tout le monde. Donc, je pense qu'ils ont confiance en nous, ils savent ce qu'on est capable de faire. Je pense que c'est plutôt la question historique de nos anciens dirigeants qui sont toujours allés en Europe se faire soigner, ou c'est parce qu'ils ont vraiment une facilité d'accès à ces soins. Ça coûte extrêmement cher. Et dès lors que tu as une assurance qui te prend en charge ça à 90% ou 95%, il y a un peu comme comment on dirait, ce snobisme d'aller aussi en Occident, se faire soigner, revenir chez soi, tu vois, il y a, même quand par ailleurs le père de famille que je suis ou le ministre qu'il est serait intéressé d'envoyer son épouse se faire soigner ici, par snobisme, pourrait pousser pour aller plutôt à l'extérieur, puisqu'elle a la possibilité. C'est pris en charge à 95%. Donc, sinon, je peux dire que nos dirigeants ont confiance parce que nous sommes formés à l'école, nous sommes consultés régulièrement, on échange régulièrement avec eux. Pour les petits bobos du quotidien, ils nous sollicitent, on leur donne les conseils, on leur donne les soins, ils le prennent. Donc, c'est vraiment parce que je pense qu'il y a une facilité d'accès. Peut-être qu'il faudrait faire comme le président Talon du Bénin. Peut-être, je ne sais pas, qui à un moment donné a dû restreindre tout. Il a dit personne ne va à l'extérieur. Il n'y a plus d'assurance, vous gérez au niveau local. Peut-être qu'il faudra que ça vienne de plus haut. Peut-être que faudra que ça vienne de plus haut, en tout cas. Alors, donc, l'un des sujets auxquels aussi j'aimerais qu'on parle, c'est celui du traitement, de la prise en charge des malades autrement, c'est-à-dire avoir une approche un peu plus holistique quand il s'agit de traiter les patients. Parce qu'on verra aussi dans les pays développés, par exemple ici aux États-Unis, où je travaille et j'exerce, on se rend compte que la prise en charge des malades n'est pas uniquement l'affaire du médecin, mais on a aussi une prise en charge communautaire, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle des social workers qui vont aider un peu à
appuyer le médecin dans la prise en charge des malades en donnant, par exemple, des solutions pour améliorer le quotidien de l'individu. On ne traite pas forcément le malade juste pour sa maladie, mais aussi on tient compte aussi des facteurs qui influencent la maladie de l'individu, ce qu'on appelle les social determinants of health, alors, les facteurs sociaux de la santé. Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui pourrait marcher en Afrique? Et est-ce qu'il y a des cas d'exemples déjà qui existent ici et là? Oui, oui. Tu sais, on peut faire un peu un retour en arrière, hein, et puis regarder d'où vient notre système de santé. Nous avons hérité d'un système de santé, on va dire, post-colonial, qui était extrêmement hospitalo-centré. Donc, on va dire avec les dispensaires, avec des hôpitaux de village qu'on les appelait avant, des hôpitaux de district, et puis on avait quelques CHU à Abidjan pour les soins, pour les grandes villes. Donc, hospitalo-centré, voilà, avec tout l'investissement que nos dirigeants ont toujours fait vers l'hôpital. La formation des médecins hyper pointus, spécialisés jusqu'au bout, du matériel, l'équipement, jusqu'au scanner IRM, qui coûte extrêmement cher. Donc, finalement, laisse pas d'image de manœuvre à pouvoir investir vers la santé publique. Tu peux regarder sur ma page LinkedIn. Ce matin, j'ai encore partagé un excellent article qui a été écrit aux États-Unis, qui aussi parle de ces problématiques. Quand le système est géré par des médecins formés pour être médecins, en général, ils n'ont qu'une vue liée à la partie clinique et non à d'autres aspects de la santé. Et ça, c'est des enjeux qu'on a dans tous nos pays africains, et je pense aussi en Europe, même en France et aussi aux États-Unis, de pouvoir à un moment donné ouvrir les perspectives et regarder au-delà de clinisme, c'est ça, de la clinique, pour voir que on peut faire mieux au-delà. La santé n'est pas qu'une affaire d'individu, c'est aussi une affaire de population. Et au-delà du médecin qui prend en charge un individu, en oubliant qu'il vit dans des conditions de vie, en oubliant qu'il a un environnement derrière lui, le médecin, sachant qu'il n'a pas de solution à cet environnement, va se focaliser sur le mal qui est décrit par le patient et non les traitements. La santé publique va au-delà. Et pour aller au-delà, il faut aller s'imprégner de la vie des populations. Et s'imprégner de la vie des populations, ça veut dire qu'il faut travailler avec des communautaires. Donc, en Afrique, on est en train depuis pratiquement 5 ou 10 ans, de déployer plusieurs approches communautaires dans plusieurs domaines, comme le VIH, la diarrhée, la pneumonie, le paludisme. On a ce qu'on appelle, dans le cas du paludisme, la prise en charge communautaire intégrée des maladies de l'enfant et du nouveau-né. Donc, on va dire, on essaie dans chaque village, d'avoir une personne ressource qui va être un peu comme l'extension du système de santé, et donc qui vit à la communauté, en réalité qui appartient à la communauté, c'est un membre du village, qui est un peu le et qui est formé à pouvoir ne serait-ce que identifier les cas simples de paludisme, de diarrhée, d'infection respiratoire. On lui fournit quelques produits de santé, comme un test de diagnostic rapide pour le paludisme. Il fait le diagnostic de l'enfant à domicile. Si c'est un cas de paludisme, il a les médicaments qui sont d'usage très simple. Il donne à l'enfant, il suit l'enfant en communauté. Aussi pour la diarrhée, aussi pour la pneumonie. Il le fait en communauté, il est proche de la communauté. Et cet individu-là sert en même temps derrière pour pouvoir identifier les épidémies. En général, une épidémie commence au niveau de la maison. Hein. Le premier cas, c'est un enfant dans une maison ou c'est un adulte dans une maison. Et si on attend que le système de santé qui est très loin ait l'information, ça prendra du temps et tout le village sera infecté. Donc cet individu aussi devient un peu comme un relais pour identifier dès qu'il y a un événement indésirable ou inconnu qui apparaît dans la communauté. Il informe, on va dire, les autorités sanitaires le plus rapidement possible pour agir. Voilà, donc il y a ces initiatives qui sont en cours. Ça marche extrêmement très bien. Au Niger, nous les soutenons. Nous avons l'ensemble du Niger qui est couvert par ces agents de santé communautaires qui fournissent des soins à plus de dizaines de millions d'enfants au niveau du Niger chaque année. Alors, comment est-ce que l'approche sanitaire occidentale, entre guillemets, cohabite avec les croyances praticiennes, c'est-à-dire avant qu'on soit exposé à la médecine moderne, vous savez, les pays africains
la plupart des cultures en général, que ce soit en Asie ou même en Afrique, ont leur propre manière de traiter les patients. Et comment est-ce qu'on lutte efficacement contre les problèmes de santé quand on se retrouve dans un environnement où les gens sont fortement attachés à leur tradition, à leur manière de traiter les maladies, à leur manière de comprendre les maladies. Comment est-ce que cela marche? Parce qu'actuellement, si vous allez sur n'importe quel marché africain, vous aurez toujours une partie du marché où les gens vendent des plantes médicinales, ils vendent des écorces d'arbres, des racines ou des décoctions pour essayer de traiter des maladies. Et ce genre de produits-là ont une forte popularité au sein de la population. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que nos pays ont pris conscience du fait qu'il fallait travailler à intégrer, à prendre en compte, on va dire, les tradipraticiens, notre façon de fonctionner. Et effectivement, en venant de la post-colonisation, avec des médecins formés pour être médecins, il n'y avait pas cette compréhension qu'il fallait avoir des discussions ouvertes avec ces secteurs. Donc, longtemps, on les a ignorés. Mais depuis 10 ou 15 ans, je peux le dire, au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, on a carrément un département en charge de la médecine traditionnelle. En Côte d'Ivoire, on a un programme dédié à la médecine traditionnelle, même chose au Ghana, et dans plusieurs pays comme ça, on peut citer, où aujourd'hui, on a une collaboration assez étroite entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des traitements dits traditionnels, qui aussi arrivent à soigner des patients. Donc, l'enjeu, ce n'est plus de les ignorer, mais c'est de travailler avec eux et voir comment les encadrer. Et je pense que c'est le rôle de nos pays, de travailler avec ces secteurs, de voir ce qui marche, de les encadrer, de les accompagner de façon scientifique et d'en faire aussi la promotion. Je sais que dans plusieurs pays, chaque année, il y a une journée dédiée à la médecine traditionnelle sous la promotion du ministère de la Santé. Donc, les produits qui sont reconnus, qui sont validés par le ministère de la Santé et qui sont reconnus comme efficaces, il y a une promotion qui est faite autour des produits pour traiter, on va dire, pour accompagner ces maladies qui, par ailleurs, pour peut-être la médecine moderne, n'a pas de solution immédiate. Il y en a au niveau traditionnel. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus une collaboration assez forte au sein du ministère de la Santé à travers les secteurs traditionnels. Voilà. Okay. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez aussi de l'approche holistique et de la collaboration entre agents de santé communautaire et médecins traitants. Pour vous, quand on regarde le futur de la prise en charge sanitaire des malades en Afrique, quelles sont les aptitudes que les futurs médecins ou les futurs professionnels de santé doivent développer afin de pouvoir offrir une meilleure prise en charge des patients? Quels sont les différents types de modules que l'on doit intégrer dans la formation des médecins ou des sages-femmes ou des assistants de santé afin que dans leur prise en charge des malades, ils ne traitent pas seulement la maladie, mais aussi tiennent compte des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, des croyances religieuses ou autres de nos patients? À mon avis, je pense que déjà, on fait bien au niveau clinique, la formation est adéquate, la formation est à jour, l'équipement est disponible, là, il faut pour former les étudiants. Et il faut maintenant rajouter une bonne dose de santé publique, santé communautaire. On va dire dans nos modules de formation ou dans nos stages d'imprégnation. Il faut continuer à encourager l'imprégnation des jeunes médecins ou des infirmiers ou des sages-femmes en milieu communautaire pendant leur cursus de formation pour qu'ils se confrontent à la réalité. Parce que moi, en tant que médecin, j'ai été formé, on va dire, à 90% de mon temps dans les CHU, où j'avais maximum d'appareils les plus spécialisés, où j'avais les maîtres à côté de moi pour m'accompagner. Et je pense que les envoyer en milieu communautaire, là où tu n'as pas de matériel, tu n'as pas d'équipement, tu n'as pas de maître pour t'accompagner, tu es en fait appelé à t'adapter, à être plus flexible, on va dire, à apprendre
à apprendre de la réalité des populations, à échanger avec la population et aussi savoir t'appuyer sur les ressources, on va dire, au niveau population. Voilà, donc pouvoir t'appuyer sur la santé communautaire, comprendre qui peut contribuer à la santé. Je pense qu'en mettant ces deux, santé publique, santé communautaire, on aura des médecins, des agents de santé, on va dire, un peu plus complets que le médecin ou l'infirmier qu'on forme actuellement. Ouais. OK. Merci bien pour avoir répondu à toutes mes questions. Avant de terminer, j'ai une dernière question pour vous. Actually, deux dernières questions. La première, c'est de savoir quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui aspirent à embrasser une carrière professionnelle en tant que médecin comme la vôtre, parce que vous êtes représenté, à mon avis, un très bel exemple de réussite pour la jeunesse africaine. Et le deuxième, c'est la deuxième question, c'est le titre d'un livre qui vous a aidé dans votre carrière professionnelle. OK, merci, professeur. J'avoue qu'en sortant de la faculté de médecine, je me suis dit, je sors, je ne vais plus jamais étudier. Je vais travailler. Et puis, je me rends compte que quand je commence à travailler, je passe plus mon temps à apprendre, à étudier, parce que la médecine, la santé publique évolue rapidement, très rapidement. Tous les jours, c'est nouveau. Il y a des standards qui sont développés dans les pays anglo-saxons. Donc, oui, il va falloir s'apprêter à apprendre tous les jours. Mes enfants n'arrêtent pas de m'interpeller, de me voir le matin, tôt le matin, 6 heures, devant mon ordinateur, de travailler, en train d'étudier. Elles sont surprises de me voir en train de travailler encore. Donc, oui, comme conseil, s'apprêter à travailler, à apprendre tous les jours à apprendre, pour être toujours au top de l'information. Le deuxième élément, être flexible. Comprendre que la santé, ce n'est pas seulement que du regard du médecin, mais c'est aussi savoir que toute personne, tout agent de santé, tout individu autour de nous peut contribuer, on va dire, à notre travail du quotidien. Le troisième élément que je peux rajouter, c'est, on va dire, la question du leadership. Pour avoir vraiment envie d'aller au-delà de soi. C'est bien. Comprendre une langue, c'est bien. Comprendre 2 ou 3, c'est encore mieux. Ouais. Ça ouvre l'esprit à d'autres aspects, à d'autres cultures et tu as surtout accès à d'autres documentations. Moi, je me suis rendu compte rapidement avec l'anglais que j'allais plus vite en apprenant dans le système anglo-saxon, notamment le système américain, que le système francophone. Aujourd'hui, toutes mes références sont en anglais parce que là-bas, je sens que on va dire le système anglo-saxon est un peu plus flexible. Il y a beaucoup d'apprentissage en faisant. Les leçons sont tirées facilement et on progresse complètement possible. C'est un peu différent du système francophone. Ouais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que nos jeunes doivent avoir en tête. Apprendre l'anglais. Au-delà du français, mais voilà, regardez aussi ailleurs. Je ne sais pas si c'est espagnol ou quoi, mais en anglais aussi est intéressant pour avoir accès à plusieurs ressources qui existent pour nous. Un livre que je peux conseiller, j'allais partir sur 2 livres. Ouais. Le livre qui a... Oui, le livre qui a... les livres qui ont baissé, on va dire, ma jeunesse, que j'ai découvert par hasard, comme un grand hasard, ce sont les best-sellers d'Al Carnegie. Ça, même aujourd'hui, à mon chevet, c'est toujours là, avec comment trouver le leader en vous, comment se faire des amis, comment parler en public. Ça a drivé toute ma vie associative. Ça m'aide toujours au quotidien quand j'ai besoin de me ressourcer. Ouais. Et puis, le second livre que je peux conseiller, c'est un livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, qui pour moi est un livre qui est super excellent, c'est un best-seller aussi, qui aide tout leader à pouvoir shifter ou repenser ses priorités et la façon de gérer son quotidien. Donc, voilà un peu 2 livres que je peux conseiller pour toute personne qui est intéressée par, on va dire, par ce que nous faisons. OK. Dr Coco, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation des Africains d'Amérique. Je vous souhaite plein de succès dans tout ce que vous faites et j'ai hâte qu'on se reparle dans un futur proche pour discuter d'autres problèmes liés à la santé ou tout autre. Voilà. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et excellent dimanche. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'était un plaisir pour moi d'être avec toi cet après-midi. Allez, merci et au revoir. Au revoir.